Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer sur le chapitre 4, c'est la deuxième et dernière partie de ce chapitre où on va parler des politiques et modèles de sécurité, d'authentification et de contrôle d'accès. Donc d'abord, le contrôle d'accès, c'est quoi? C'est un élément essentiel de la sécurité. C'est ce qui permet de déterminer qui est autorisé à accéder à quoi et dans quelles conditions. Et donc forcément, ce à quoi on a le droit d'accéder, ça va être les données, les applications et les ressources. Les politiques de contrôle d'accès vont utiliser des techniques telles que l'authentification et l'autorisation pour vérifier l'identité des utilisateurs et leur accorder le niveau d'accès approprié en fonction du contexte, l'appareil, quel type d'appareil où la personne qui essaye d'accéder se trouve, le rôle de cette personne, de cet utilisateur, et ainsi de suite. Donc en fait, les objectifs vont être les suivants. Il va permettre de réduire le risque de vol d'informations confidentielles par des acteurs malveillants ou d'autres utilisateurs non autorisés. Il va aussi permettre donc d'éviter finalement que les données clients ou les données, tout ce qui est propriété intellectuelle ne se fasse voler, par exemple. Il permet aussi de réduire le risque d'exfiltration des données par les employés et il prévient les menaces web et il va permettre d'aider à la mise en conformité pour diverses réglementations comme le PCI DSS, HIPAA, etc. Donc, plutôt que de gérer manuellement des autorisations, la plupart des organisations soucieuses de la sécurité vont s'appuyer sur des solutions de gestion des identités et des accès. C'est ce que généralement on va dire, vous pouvez retrouver quand vous faites de la recherche de la littérature en anglais. C'est ce qui va être appelé IAM, pour Identity and Access Management. Ces solutions vont permettre de mettre en œuvre des politiques de contrôle d'accès. Donc, dans les politiques de contrôle d'accès, ou plutôt, on va avoir des modèles. Et ces modèles-là vont être plusieurs, on va citer certains. Donc, le DAC pour contrôle d'accès discrétionnaire, le MAC pour le contrôle d'accès obligatoire, le AIRBAC pour le contrôle d'accès basé sur les rôles, RSBAC pour le contrôle d'accès basé sur les règles, le ABAC pour les contrôles d'accès basés sur les attributs. Alors il y a d'autres modèles de contrôle d'accès, mais on va s'arrêter sur ces 5-là. Donc le modèle DAC, il est défini comme étant les moyens de limiter l'accès aux objets basés sur l'identité des sujets ou des groupes, donc quels sont les utilisateurs ou les applications qui veulent accéder à un objet auquel ils appartiennent. Donc le contrôle est discrétionnaire, en d'autres termes à la discrétion, car un sujet avec une certaine autorisation d'accès est capable de transmettre cette permission, peut-être indirectement, à n'importe quel autre sujet, sauf s'il y a une restriction du contrôle d'accès obligatoire. Et ça, c'est la définition qui a été donnée par le TCSEC, en fait. En d'autres termes, chaque objet possède un propriétaire et un propriétaire va accorder l'accès aux utilisateurs à leur discrétion, ou bien comme ils veulent. Et finalement, ce type de modèle va permettre un contrôle au cas par cas des ressources. Donc on va voir un exemple de modèle DAC, c'est le modèle de Lomson. La notion ici, c'est qu'ils vont utiliser une matrice de contrôle d'accès qui est dédiée à la représentation des droits d'accès ou autorisation et qui a été introduite par Lomson dès 1971. Vous avez probablement déjà vu cela dans d'autres modules ou dans d'autres cours quand vous parlez un peu des droits d'accès sur Linux. Vous allez avoir les utilisateurs vont avoir par exemple des droits d'accès en read, write or execute. Et vous avez les droits d'accès pour l'utilisateur, le propriétaire, droits d'accès pour les groupes, et ainsi de suite.
Et donc la structure de ce modèle est celle d'une machine à état où chaque état est un triplet SOM, avec S va désigner l'ensemble des sujets, O va désigner l'ensemble des objets, et M va désigner la matrice de contrôle d'accès. Et donc chaque cellule de cette matrice va contenir les droits d'accès que le sujet S possède sur l'objet O. Par exemple, lecture. Et si on prend l'exemple suivant, soit une école, les élèves ont le droit d'accès à leurs notes, ils peuvent voir leurs notes, combien ils ont eu. Les enseignants ont le droit de lire et écrire les notes des élèves, puisque c'est eux qui corrigent les tests et les examens, et donc ils vont pouvoir rajouter une note ou modifier une note pour un élève dans son propre cours. Et l'administration a le droit de lire et imprimer les notes des élèves. Donc si on devait représenter cela sous une forme de matrice de droit d'accès avec R pour lecture et W pour écriture, ça va nous donner quoi? Alors, si vous voulez essayer, mettez pause et reprenez pour essayer de faire cet exemple et reprenez juste après. Donc, si on devait mettre ça sous forme de matrice, ça va nous donner ceci. Les élèves ont un droit en lecture, donc R, sur les notes. Les enseignants ont un droit de lecture-écriture sur ces notes. Et l'administration a un droit de lecture sur ces notes. Ce modèle-là, finalement, il a certains inconvénients qui sont une mise à jour fastidieuse. Alors, quand on n'a que quelques sujets et que quelques objets, ça passe. Mais plus le nombre de sujets va augmenter et le nombre d'objets va augmenter, plus la mise à jour des droits d'accès risque de prendre un temps important. Et il n'exprime pas les interdictions ou les obligations directement. Un autre modèle de contrôle d'accès, c'est les modèles de contrôle d'accès obligatoires, ou MAC, pour Mandatory Access Control. Donc dans ces modèles-là, la politique de sécurité des systèmes d'information, ici, va imposer que les décisions de protection ne doivent pas être prises par le propriétaire des objets concernés, et lorsque ces décisions de protection doivent lui être imposées par le dit système. Donc en fait, en d'autres termes, l'accès des utilisateurs est accordé sous la forme d'une habilitation, et une autorisation centrale va réguler les droits d'accès et les organiser en niveaux dont la portée s'étend de manière uniforme. Ce modèle est très courant dans les contextes gouvernementaux et militaires, puisque vous imaginez bien qu'on va avoir ici des habilitations. Par exemple, quelqu'un qui a une habilitation secrète ou top secrète, et c'est le système qui doit imposer par rapport à son habilitation ce à quoi il a le droit d'accéder et ce à quoi il n'a pas le droit d'accéder. Il existe plusieurs modèles de contrôle d'accès obligatoires. Parmi eux, on va parler des contrôles d'accès qui sont là pour s'assurer de la confidentialité comme Bell Padula, et d'autres contrôles d'accès qui sont là pour s'assurer de l'intégrité comme Clark Wilson et BIBA. Dans ce qui suit, on va voir Bell Padula et on verra aussi BIBA. Bell Padula est un modèle de sécurité où les permissions d'accès sont définies à travers une matrice de contrôle et d'accès et un ensemble de niveaux de sécurité. Cette politique considère seulement les flux d'informations qui se produisent quand un sujet observe ou modifie un objet, et y permet d'assurer la propriété de confidentialité. Les objectifs de sécurité de cette politique sont les suivants: interdire toute fuite d'informations d'un objet possédant une certaine classification vers un objet possédant un niveau de classification inférieur, et interdire à tout sujet possédant une certaine habilitation d'obtenir des informations d'un objet d'un niveau de classification supérieur à cette habilitation. Donc le schéma d'autorisation associé à ces objectifs de sécurité va en découler directement. On considère que l'on peut distinguer vis-à-vis de la confidentialité parmi les différentes opérations qu'un sujet peut effectuer sur un objet.
les opérations de lecture et d'écriture et on introduit les règles suivantes, incontournables même par les propriétaires des informations. On va avoir la propriété simple qui dit qu'un sujet S ne peut lire un objet O que si son habilitation H de S domine la classification de l'objet C de O, et en note, S, O, lire implique que la classification de l'objet est dominée par l'habilitation du sujet. Et la propriété étoile, un sujet S ne peut lire un objet OJ et écrire dans un autre objet OK que si la classification de l'objet OK domine celle de l'objet OJ, et on va alors noter SOJ lire et SOK lire si implique que finalement la classification de l'objet OJ est dominée par la classification de l'objet OK. En d'autres termes, la propriété simple va interdire de lire des informations d'une classification supérieure à l'habilitation, et la propriété étoile va empêcher les flux d'informations d'une classification donnée vers une classification inférieure, ce qui constituerait une fuite d'informations. On peut résumer ces deux règles, ces deux propriétés, comme étant on va pouvoir lire vers le bas et écrire vers le haut. On va prendre quelques exemples. Donc, soit un système où l'accès aux ressources se fait grâce à un contrôle d'accès obligatoire basé sur le modèle Bell-LaPadula. Les niveaux de classification sont comme suit. Public est dominé par privé, qui est dominé par secret, qui est dominé par top secret. Donc, veuillez spécifier pour chaque personne ce qu'il a le droit ou ce qu'elle a le droit de faire. Écriture seule, lecture-écriture ou rien. Donc, en premier lieu, Amine a une habilitation privée et il veut accéder à un objet qui a une classification privée. Vu que l'habilitation de Amine est égale à la classification de l'objet, donc Amine va pouvoir faire une lecture-écriture. Manel a une habilitation secret et veut accéder à un objet avec une classification privée. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'habilitation de Manel, elle va dominer la classification de l'objet. Donc, puisque on est vers le bas, donc Manel est au-dessus que de l'objet, on vous dit lecture vers le bas. Donc, Manel va pouvoir faire une lecture seule. Faisal a une habilitation privée et veut accéder à un objet avec une classification top secret. Donc, Faisal va avoir une habilitation qui est dominée par la classification de l'objet. Dans ce cas-là, Faisal va pouvoir écrire vers le haut. Donc, en réalité, Faisal peut faire une écriture seule. Amel elle va avoir une habilitation publique et veut accéder à un objet avec une classification publique. Ici, l'habilitation d'Amel est égale à la classification de l'objet. En d'autres termes, Amel va pouvoir faire une lecture-écriture. Donc on passe au deuxième modèle de contrôle d'accès obligatoire qu'on verra, et c'est BIBA. Donc BIBA, comme il a été dit précédemment, il est là pour s'assurer de l'intégrité des données. Donc là, il va proposer deux propriétés, encore une fois, la propriété simple qui interdit de lire des informations d'une classification inférieure à l'habilitation, et une propriété étoile qui va empêcher le flux d'informations d'une classification donnée vers une classification supérieure. Et donc là, en d'autres termes, ce qu'on va avoir, c'est un peu l'inverse de Bell-LaPadula, où dans Bell-LaPadula, on vous dit read down, write up. Dans BIBA, on vous dit read up, write down. En d'autres termes, lecture vers le haut et écriture vers le bas. Alors, on va prendre quelques exemples. Soit un système où l'accès aux ressources se fait grâce à un contrôle d'accès obligatoire basé sur le modèle BIBA.
Les niveaux de classification sont comme suit. Niveau d'intégrité minimal, moyen, élevé. Et on vous demande de spécifier pour chaque personne ce qu'il a le droit de faire. Écriture seule, lecture-écriture ou rien, s'il ne peut rien faire. Donc là, Amine a un niveau d'intégrité minimal et il veut accéder à un objet qui a un niveau d'intégrité élevé. On vous dit que finalement, on peut lire vers le haut et écrire vers le bas. Donc dans ce cas-là, Amine, son niveau d'intégrité est inférieur au niveau d'intégrité de l'objet. Donc ce qu'il peut faire, c'est une lecture. Manel a un niveau d'intégrité moyen et veut accéder à un objet avec un niveau d'intégrité moyen. Les deux sont au même niveau. En d'autres termes, Manel peut lire et écrire cet objet. Ensuite, on va avoir Faisal qui a un niveau d'intégrité élevé et veut accéder à un objet avec un niveau d'intégrité bas. Donc là, ça veut dire que on va aller vers le bas. Et qu'est-ce qu'on vous a dit qu'on peut faire vers le bas? C'est l'écriture. Donc, lecture vers le haut pour Biba et écriture vers le bas pour Biba. Donc Faisal va pouvoir faire une écriture seule. Ensuite, on va parler des politiques multiniveaux. Donc les politiques multiniveaux sont basées sur la notion de treillis. Les sujets et objets sont classés selon différents niveaux de sécurité et ils ont des labels de sécurité. Chaque sujet va avoir un label de sécurité, chaque objet aussi va avoir un label de sécurité. Un label de sécurité, va être composé d'un niveau de classification et un ensemble de catégories. Le niveau de classification est un ensemble totalement ordonné. C'est ce qu'on a vu juste avant avec les habilitations et les classifications. Et un ensemble de catégories qui va représenter le domaine de l'information. Ensuite, on va avoir donc utilisé une relation entre les ensembles, inclusion ensembliste, et un niveau de sécurité qui va être un ensemble partiellement ordonné finalement. Donc l'ensemble des labels de sécurité vont être comme suit. Un label de sécurité va avoir l'ensemble des niveaux plus l'ensemble des catégories. Exemple, un label va comme suit ce qui suit. Ici T pour représenter top secret et la catégorie ce serait US et Europe. Donc là, c'est se dire, par exemple, si on est sur une multinationale qui travaille dans différentes parties du globe et que en fait, on va pouvoir catégoriser les données selon la partie du globe dans laquelle elles sont représentatives. Donc par exemple, si ce sont des données relatives à la partie ou à la succursale américaine ou des données représentatives de la succursale européenne, par exemple. Et une relation d'ordre partiel induite qui va être comme suit. Niveau 1, ensemble de catégorie 1, va dominer. Niveau 2, ensemble de catégorie 2. Si et seulement si, le niveau 1 domine le niveau 2, et l'ensemble de catégorie 2 est inclus dans l'ensemble de catégorie 1. Exemple, T, top secret, domine secret, et l'ensemble, ce deuxième ensemble-là, qui a l'élément US, est inclus dans l'ensemble qui va avoir les éléments US et Europe. Et LS, donc l'ensemble des labels de sécurité avec cette relation d'ordre partiel d'homme, est un treillis et il va exister une borne inférieure et une borne supérieure pour chaque couple L1, L2 de LS. On va prendre l'exemple suivant. Donc, soit un treillis de label de sécurité où on va utiliser les niveaux confidentiels et secret avec secret est un niveau supérieur que confidentiel et les catégories US et Europe. Et on va avoir au final un treillis comme suit, où on aura
Ce label-là, donc confidentiel avec l'ensemble vide, va être dominé par par tous, hein, d'une manière ou d'une autre. Si vous regardez bien, ça, c'est dominé par celui-là, qui est dominé par celui-là, qui est dominé par celui-là, qui est dominé par celui-là, enfin, celui-là est dominé aussi par celui-là. Donc en fait, celui-là, c'est carrément celui qui est en bas de chaîne, il est dominé par tout le monde, dans cet exemple. Pourquoi? En fait, confidentiel est égal à confidentiel, et l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble qui va avoir comme élément Europe. Donc ce deuxième label va finalement être va dominer ce label-là, va dominer celui-ci. Même chose de ce niveau-là. Secret et domine confidentiel, et l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide, donc il n'y a pas de problème. Et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on va pouvoir générer tout le treillis de labels de sécurité. Ensuite, on a le modèle de contrôle d'accès airbag. Donc dans les modèles airbag, ou contrôle d'accès basé role-based access control, les droits d'accès sont accordés en fonction de fonctions métiers définies, plutôt que de l'identité ou de l'ancienneté des individus. L'objectif, finalement, c'est de fournir aux utilisateurs uniquement les données dont ils ont besoin pour accomplir leur travail sans plus. En d'autres termes, Airbag va créer des autorisations basées sur des groupes d'utilisateurs, des rôles que les utilisateurs détiennent, des actions que les utilisateurs effectuent. Donc, par exemple, imaginons que je sois dans une entreprise où je vais avoir finalement des clients, etc. On va avoir un gestionnaire de compte client, les administrateurs IT, les gestionnaires de compte client et les utilisateurs. Chacun de ces rôles, là on ne va pas parler d'une personne spécifiquement, mais on va plutôt parler d'un rôle. Chacun de ces rôles va avoir des droits d'accès sur les différents éléments qui sont gérés par le contrôle d'accès. Donc par exemple, l'utilisateur, le simple utilisateur va pouvoir accéder aux emails et au réseau d'entreprise. L'administrateur IT va pouvoir accéder à tous ces éléments-là pour, entre autres, la configuration, les modifications, ou juste y accéder pour voir des éléments, les données. Et le gestionnaire de compte client va pouvoir accéder aussi aux différents éléments, email, Salesforce, SAP, base de données client, avec bien sûr des droits d'accès bien spécifiques au gestionnaire de clients. Il ne va pas pouvoir configurer la base de données client, par contre, il pourra rajouter des clients, modifier les clients, et ainsi de suite, par exemple. Donc là, finalement, ce n'est plus un utilisateur en particulier, une personne en particulier qui va avoir des droits d'accès. Par exemple, je ne vais plus dire que moi, en tant que Kenza, je vais avoir droit à accéder à l'email, Salesforce, SAP, base de données clients, réseau d'entreprise, mais je vais dire que moi, j'ai le rôle d'administrateur IT. Et comme le rôle d'administrateur IT a le droit d'accéder à ces éléments-là, alors, puisque je fais partie j'ai le rôle d'administrateur IT, je peux accéder aussi à ces éléments-là. Ici, peut-être que vous avez déjà vu ça dans un autre auparavant, où on va parler dans Active Directory. Vous allez avoir des utilisateurs, ou vous allez gérer des utilisateurs et des groupes. Et les groupes, généralement, vont être relatifs à des rôles. Et puis, on va donner à chaque utilisateur, on va dire que ces utilisateurs vont faire partie de tel groupe. Bon, il y a beaucoup plus de détails, hein, mais là, je me focalise sur les points relatifs à ceux dont on est en train de parler là tout de suite. Hein. Et puis, ce groupe-là, je vais lui donner finalement des droits d'accès par rapport à ce que les éléments du groupe ont le droit de faire.
Les airbags vont standardiser le processus d'octroi des droits aux utilisateurs et ils vont avoir pour avantage moins de redondance grâce à la définition des rôles. Il suffit d'attribuer un rôle à chaque utilisateur pour obtenir des autorisations appropriées. Sinon, il faudrait ajouter manuellement chaque autorisation à chaque utilisateur. Une sécurité renforcée grâce à la définition centralisée des rôles. Donc Airbag est moins sujet aux erreurs et plus facile à gérer. Des rôles définis réduisent également le risque d'attribution d'autorisation erronée. Un audit simplifié, puisqu'on va avoir des rôles prédéfinis, qui va réduire les modifications des définitions et des attributions de rôles, ce qui simplifie les audits par rapport à l'attribution d'autorisation à chaque utilisateur. On va vérifier plutôt que les utilisateurs ont bien les rôles qu'ils ont le droit qu'ils ont, plutôt que vérifier que chaque utilisateur a les bons droits d'accès. Et même en parallèle, on va vérifier que chaque rôle a les bons droits d'accès. Bien sûr, ça va puisque le nombre de rôles est limité par rapport au nombre d'utilisateurs, forcément, on va avoir moins de choses à auditer. Ensuite, on va avoir les exigences de conformité. Donc la mise en œuvre d'un contrôle d'accès va aider à respecter les réglementations de conformité, ce qui est un aspect essentiel de la sécurité. Ensuite, on va avoir le modèle de contrôle d'accès qui est basé sur les règles. Rule-Based Access Control. Il s'agit d'un modèle de sécurité dans lequel l'administrateur système va définir les règles d'accès aux objets et aux ressources. Et ces règles sont souvent basées sur des conditions, par exemple l'heure, le lieu, l'adresse IP, le numéro de port, le protocole, ainsi de suite. Il n'est pas rare d'utiliser à la fois le contrôle d'accès basé sur des règles et un contrôle d'accès basé sur les rôles pour appliquer les politiques et procédures d'accès. Donc avoir quelque chose de plus spécifique, on va dire. Donc les modèles de contrôle d'accès ABAC pour Attribute Based Access Control, en fait dans ces modèles-là, l'accès est accordé de manière flexible en fonction d'une combinaison d'attributs associés au sujet, objet et opération demandée, ainsi que les conditions environnementales, exemple l'heure et le lieu. Donc ABAC, c'est le modèle de contrôle d'accès le plus granulaire parmi ceux qu'on a vus et permet de réduire le nombre d'attributions de rôles. Parmi les attributs, ce qu'on pourrait voir pour chaque élément, si on a pour les sujets, on va retrouver le nom d'utilisateur, l'identifiant de l'employé, le titre de son job, le département auquel il appartient, l'habilitation qu'il a. Pour les attributs des objets et ressources, on va retrouver le type, l'auteur ou le propriétaire de l'objet, la classification, la date de création, la dernière mise à jour, et ainsi de suite. Pour les attributs d'environnement, on va retrouver la localisation GPS, par exemple, le fuseau horaire, l'heure actuelle, la date actuelle, le type d'appareil avec lequel il essaye de se connecter ou d'accéder à l'objet. Et pour les attributs d'action, on va retrouver la lecture, l'écriture, la vue, le transfert et la suppression. Donc on va prendre un exemple pour mieux expliquer comment fonctionne ABAC. Si un utilisateur travaille pour le département marketing en Algérie, il a le droit d'accès aux données vente et données marketing de l'Algérie tant que sa localisation est en Algérie. Première situation, on a une employée, Amina, du département marketing d'Algérie. Elle demande à accéder aux dernières données vente pour l'Algérie, en étant dans ses bureaux à Alger. Donc qu'est-ce qu'on va voir ? Finalement, l'objet, c'est des données vente Algérie. Le sujet, donc Amina, elle fait partie du département marketing Algérie et elle se trouve dans les bureaux de l'entreprise à Alger, donc en Algérie. Et on va vérifier avec ces trois éléments, ces attributs de ces trois éléments, avec la politique. La politique dit que les données marketing et vente Algérie peuvent être accessibles par le département marketing Algérie,
depuis l'Algérie. Donc on voit que ces éléments-là sont corrects, et donc Amina a accès à ces données. Maintenant, on peut prendre une deuxième situation où, en fait, Amina, là, est partie en voyage d'affaires à Dakar, au Sénégal. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va revérifier les différents attributs. L'objet, c'est toujours des données vente Algérie. Le sujet, c'est Amina qui fait partie du département marketing Algérie. Donc, ces deux points-là sont bons. Et le troisième élément, c'est la localisation. La localisation, elle se trouve à Dakar, au Sénégal, ce qui n'est pas en Algérie. Donc on prend ces attributs-là, on va les vérifier par rapport à la politique, et comme la localisation se trouve en dehors de l'Algérie, et que dans la politique on dit que ce n'est accessible par le département marketing Algérie que depuis l'Algérie, alors Amina n'a pas accès à ces données-là. Donc, une fois qu'on a vu tout cela, on va parler de quelques protocoles d'authentification qui permettent l'authentification, l'autorisation et la traçabilité. Alors pour certains, ils vont permettre que l'authentification, et on va voir juste après. Donc vous allez avoir TACAX, la famille TACAX, TACAX X TACAX et TACAX+, Radius, et Kerberos. C'est les trois autres protocoles qu'on va voir aujourd'hui. Il y a d'autres qu'on pourrait citer, comme Diameter, par exemple. Donc TACAX, XTACAX et TACAX+, TACAX c'est pour Terminal Access Controller Access Control System. C'est un protocole d'authentification distante créé en 1984 et qui est utilisé pour communiquer avec un serveur d'authentification. Il permet de déterminer si un utilisateur a le droit d'accès au réseau, et XTACAX pour Extended est une extension de TACAX créée en 1990 par Cisco, et TACAX Plus a été développé par Cisco en 1993 et a remplacé les versions précédentes. Alors TACAX finalement va fonctionner en séparant les différentes fonctionnalités d'authentification, d'autorisation et de traçabilité. Pour l'authentification, lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un périphérique réseau, TACAX vérifie son identité, puis aussi l'utilisateur dans ce cas-là va saisir ses identifiants de connexion et sont envoyés au serveur TACAX. Le serveur TACAX va comparer ces informations à sa liste d'utilisateurs autorisés. Et si elles correspondent, l'accès est autorisé. Pour la partie autorisation, après confirmation de l'identité de l'utilisateur, TACAX détermine les activités qu'il peut effectuer sur le périphérique. En d'autres termes, identifier les commandes utilisables et les ressources disponibles. Le serveur TACAX conserve un enregistrement des autorisations des utilisateurs et applique ses règles pour garantir que les utilisateurs n'utilisent que les autorisations qui leur sont accordées. Tandis que pour la traçabilité, TACAX enregistre toutes les actions des utilisateurs sur le périphérique réseau, telles que leur connexion et déconnexion, les commandes utilisées et les ressources auxquelles ils accèdent. Ces informations peuvent être utiles pour les audits, la facturation ou le dépannage. Donc par exemple, s'il y a eu un changement ou un utilisateur a émis des commandes qui vont changer le fonctionnement d'un périphérique, et que depuis le périphérique pose problème, on peut revoir dans les logs quelles sont les actions qui ont été effectuées pour essayer de revenir en arrière et dépanner le problème. Un des exemples. Et tout ça, ça va aider les administrateurs réseau à surveiller et à gérer efficacement l'utilisation du réseau. Ensuite, on va avoir Radius pour Remote Authentication Dialing User Service. C'est un protocole d'authentification à distance qui a été créé en 1991 et adopté par l'IETF comme projet de norme en 2000 avec la RFC 2865. Utilisé pour communiquer avec un serveur d'authentification permettant l'authentification, l'autorisation et la traçabilité. Il utilise une base de données centrale pour maintenir les profils d'utilisateurs et il est conçu à l'origine pour prendre en charge un grand nombre d'utilisateurs se connectant à distance à des fournisseurs d'accès Internet ou des réseaux d'entreprises. Radius
est maintenant couramment utilisé pour l'accès à distance à travers différents types de réseaux, le Wi-Fi, l'Ethernet et d'autres types d'accès à distance des utilisateurs via Internet. Donc dans le protocole Radius, les utilisateurs de réseau distant se connectent à leur réseau via un serveur d'accès au réseau, un NAS en d'autres termes. Le NAS va interroger le serveur d'authentification pour obtenir des informations d'authentification, d'autorisation et de configuration sur l'utilisateur distant. Alors contrairement à d'autres applications client-serveur, où c'est le client qui est souvent l'utilisateur individuel, ici, dans Radius, les clients vont être les systèmes NAS. Donc ces éléments-là vont être les clients pour le serveur Radius. Et le serveur, finalement, c'est le serveur d'authentification. Le protocole Radius fournit des services d'authentification centralisés au serveur par l'intermédiaire desquels les utilisateurs distants se connectent au réseau. Eh ben, on va avoir plusieurs types de serveurs d'authentification d'accès à distance, des utilisateurs qui, entre autres, le serveur de connexion ou le NAS, qui va faciliter l'accès au réseau d'entreprise ou au réseau du fournisseur d'accès à Internet par l'intermédiaire de pools de modem ou routeurs modem. Ensuite, on va avoir les serveurs réseau VPN qui acceptent les demandes d'utilisateurs distants de mettre en place des connexions sécurisées à un réseau privé. On a aussi les points d'accès Wi-Fi ou sans fil qui acceptent les demandes de connexion d'un réseau de clients sans fil. Et on a les commutateurs d'accès au réseau gérés donc les switches gérés, qui implémentent le protocole d'accès authentifié 802.1x pour servir de médiateur à l'accès au réseau par des utilisateurs distants. Donc, lorsque un utilisateur final ouvre une connexion avec un réseau distant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, l'utilisateur, quand il va ouvrir une connexion, c'est le NAS qui initie un échange avec le serveur Radius, le serveur d'authentification en utilisant le protocole Radius. Lorsqu'un utilisateur distant lance une connexion via un NAS, la requête peut inclure l'identifiant de l'utilisateur distant, le mot de passe et l'adresse IP. Le NAS envoie alors une demande d'authentification au serveur Radius. Donc si on regardait comment ça se passait, on va avoir quand un utilisateur va vouloir se connecter au réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter à un NAS. Alors, on a vu les différents types de serveurs qui peuvent jouer ce rôle-là, hein, et il va y avoir une requête de connexion, et c'est le NAS ensuite qui va envoyer cette access request au serveur Radius sur le port UDP 1812. Ensuite, il va y avoir un échange d'informations d'authentification entre le client ou l'utilisateur qui veut s'authentifier et le NAS pour pouvoir les envoyer au serveur Radius. Et à ce moment-là, une fois que ces échanges sont terminés, le serveur Radius va pouvoir dire soit j'accepte l'accès, donc avec une réponse access accept, ou je rejette l'accès avec une réponse access reject, ou je vais demander à faire un challenge. Et là, on va avoir un petit échange pour pouvoir, par rapport au résultat de ce challenge, accepter ou rejeter la demande de connexion. Une fois que ça a été fait, on va informer l'utilisateur du succès ou du rejet de sa demande de connexion. Donc le protocole d'authentification Radius va utiliser deux approches. Soit l'approche PAP, pour protocole d'authentification par mot de passe, et là le client Radius transmet l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur distant au serveur d'authentification Radius. Si les identifiants sont corrects, le serveur authentifie l'utilisateur et le client Radius permet à l'utilisateur distant de se connecter au réseau. Ou alors la deuxième approche qui est le Challenge Handshake Authentication Protocol, donc protocole d'authentification basé sur un challenge. Hein. Et là, l'authentification CHAP s'appuie sur le client et le serveur en utilisant un secret partagé
cryptée. Par rapport à PAP, l'authentification CHAP est considérée comme plus sûre car elle chiffre les échanges d'authentification et elle peut être configurée pour réaliser des authentifications à mi-session répétées. Donc si on devait faire une comparaison entre Radius et TACACS+, on se rendrait compte que finalement, déjà, ils sont décrits dans la RFC 2865 pour Radius et la RFC 1492 pour TACACS+. Radius va utiliser le protocole UDP, tandis que TACACS+ va utiliser le protocole TCP. Radius utilise le port UDP 1812 ou 1645 pour l'authentification et le port UDP 1813 ou 1646 pour la traçabilité. Tandis que TACACS va utiliser le port TCP49 pour communiquer entre le client et le serveur. Radius ne prend pas en charge l'autorisation externe des commandes. TACACS+ permet de contrôler l'autorisation des commandes, permettant ainsi un contrôle précis. Radius chiffre uniquement les mots de passe laissant les autres informations non chiffrées. TACACS+ chiffre tous les paquets. Radius regroupe l'authentification et l'autorisation, ce qui rend impossible leur exécution séparée. La traçabilité peut être utilisée séparément. Tandis que TACACS+ sépare l'authentification, l'autorisation et la traçabilité, ce qui permet l'utilisation de protocoles différents pour l'authentification, l'autorisation ou la traçabilité. Radius ne prend pas en charge la traçabilité des commandes, tandis que TACACS+ le fait. Radius est un protocole standard ouvert compatible avec la quasi-totalité des appareils modernes. TACACS+ est un protocole propriétaire de Cisco et fonctionne uniquement avec les périphériques Cisco. Radius ne prend en charge qu'un seul niveau de privilège et TACACS+ prend en charge plusieurs niveaux de privilèges. Radius prend en charge le contrôle d'accès réseau basé sur les ports 802.1x. TACACS+ ne le fait pas. Radius est principalement un protocole d'accès réseau, tandis que TACACS+ est principalement utilisé pour l'administration des périphériques via des serveurs de contrôle d'accès. Radius ne prend pas en charge le multiprotocole, il utilise uniquement IP. TACACS+ prend en charge plusieurs protocoles en dehors du protocole IP. Et Radius ne peut pas authentifier les appareils réseau, tandis que TACACS+ permet d'authentifier les périphériques réseau. En d'autres termes, généralement, on va utiliser plutôt TACACS+ quand on a un réseau homogène avec des périphériques Cisco pour pouvoir accéder à ces périphériques, les configurer, etc. de manière en s'assurant des 3 A. Radius va être plutôt utilisé pour dans des environnements hétérogènes et pas forcément que pour configurer, modifier ou administrer des périphériques. Ensuite, on va avoir Kerberos. Alors, Kerberos est un protocole d'authentification permettant d'authentifier des requêtes de services entre des hôtes de confiance à travers un réseau non sûr. Il a été créé au MIT en 1988 et a été proposé comme standard par l'IETF en 2005 dans la RFC 4120. Il utilise la cryptographie symétrique et offre l'authentification mutuelle des clients-serveurs. Il peut aussi utiliser la cryptographie asymétrique durant certaines phases de l'authentification. Mais de base, c'est la cryptographie symétrique qui est utilisée. Il va avoir plusieurs composants. Le premier composant, c'est le royaume. En fait, le royaume, c'est un domaine administratif et non pas physique. Le royaume va permettre de définir les limites de contrôle d'un serveur d'authentification et il est composé des utilisateurs, des hôtes et des services réseau enregistrés sur un serveur Kerberos. Les domaines Kerberos sont toujours en majuscules et le domaine Kerberos est également utilisé pour mapper un domaine DNS à un domaine Kerberos. Généralement, ce qu'on va avoir, le nom du domaine / le nom du domaine Kerberos. Ou si on veut parler d'un utilisateur, on va mettre l'identifiant ou le nom d'utilisateur, le nom du domaine / le nom du domaine Kerberos. Un autre composant de Kerberos, c'est le centre de distribution de clés, le KDC. C'est un serveur qui est composé d'une base de données, d'un serveur d'authentification
qui permet d'authentifier les utilisateurs et de générer un secret partagé, qu'on appelle le TGT, Ticket Granting Ticket, et un serveur d'attribution des tickets, le TGS, qui permet de distribuer les tickets de session TS entre les utilisateurs authentifiés et les services demandés. Alors, si on prend finalement un client qui veut accéder à un service, disons qu'il veut accéder au service d'impression, qu'est-ce qui va se passer dans un royaume Kerberos? Donc le client va d'abord envoyer au serveur d'authentification l'identification du client. Donc il va se dire, voilà, je veux m'authentifier, je veux m'identifier, hein. Et le serveur d'authentification va renvoyer finalement la clé KCTGS, donc la clé entre le client et le TGS, plus le client, plus l'adresse, plus la validité, tout ça chiffré avec la clé du TGS, la clé secrète du TGS. Ici, il faut prendre en considération aussi que le KDC a accès à toutes les clés secrètes parce qu'elles se trouvent dans la base de données. Et puis, autre élément qui va être envoyé, c'est la clé de session entre le client et le TGS chiffrée avec la clé du client. Une fois que le client a reçu cela, alors il va pouvoir déchiffrer cette partie-là puisqu'il a sa propre clé KC, et donc il pourra récupérer KC TGS, mais il ne pourra pas déchiffrer cette partie-là puisqu'elle a été chiffrée avec la clé du TGS. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer au TGS une requête pour dire « je veux accéder à ce service ». Et dans cette requête, qu'est-ce qu'il va dire? Il va renvoyer cette partie-là, qui est chiffrée avec la clé du TGS, plus le client, plus l'horodatage, donc horodatage pour dire date et heure, chiffré avec la clé KC TGS, donc entre le client et le TGS. Le TGS, quand il va recevoir cela, il va pouvoir d'abord déchiffrer cette première partie avec sa propre clé. Quand il va déchiffrer cette première partie, il va pouvoir récupérer la clé de session entre le client et lui-même pour déchiffrer cette partie-là. Il va vérifier comme quoi il a le droit d'accéder à ce service et ensuite il va lui envoyer ce qu'on appelle un ticket de session. Et c'est là où on va retrouver, ici, il va lui envoyer la clé de session entre le client et le serveur d'application. Donc on parle d'un serveur d'impression ici, avec le client, l'adresse, plus la validité, qui sont tous chiffrés avec la clé du serveur d'application. Il va aussi lui envoyer la clé de session entre lui et le serveur d'application, chiffrée avec la clé de session entre le client et le TGS, que le client possède déjà. Donc quand ça va arriver ici, le client va déchiffrer cette partie-là pour récupérer la clé de session entre lui et le serveur d'application. Maintenant, il va pouvoir envoyer sa requête au serveur d'application avec cette partie-là qu'il n'a pas touchée et qui est chiffrée avec la clé du serveur d'application, et il va rajouter le client plus l'horodatage, cette fois-ci chiffré avec la clé de session entre le client et le serveur d'application. Quand ça va arriver chez le serveur d'application, il va déchiffrer cette partie-là, pouvoir récupérer la clé de session entre le client et lui-même, et ensuite déchiffrer ça grâce à cette clé qu'il aura récupérée d'ici. Il faut prendre en considération que dans cet horodatage, il va y avoir finalement un temps maximum ou une date limite de validité de ce ticket. Et cette date limite de validité va dépendre. Si on la met à 0, ça veut dire que c'est le maximum, ça veut dire que c'est le maximum et donc il ne se pérempte pas, il n'y a pas de péremption de ce ticket, il n'expire pas. Par contre, pour par exemple Microsoft qui implémente cela, il va utiliser comme valeur par défaut 600 minutes pour la date de le temps maximal de validité d'un ticket.
Alors, les avantages de Kerberos vont être les suivants. Il offre une authentification mutuelle du client et du serveur, et il atténue les attaques de rejeu grâce à l'utilisation d'eurodatage avec une durée de validité. Tandis que ses inconvénients, c'est que le KDC garde toutes les clés des clients et des serveurs, et donc une compromission du KDC compromettrait chaque clé du domaine Kerberos. Le KDC et le TGS sont des points de défaillance, et une attaque par rejeu peut toujours être effectuée durant la durée de vie du ticket d'authentification. Alors ce qu'on voit finalement, c'est que Kerberos, c'est vraiment juste un protocole d'authentification. Il ne permet pas d'avoir les autorisations ou d'avoir la traçabilité. Donc on a, pour la plupart du temps, on rajoute à Kerberos LDAP. LDAP pour Lightweight Directory Access Protocol. LDAP est un protocole d'accès aux annuaires standards permettant de se connecter aux annuaires d'Internet et d'y effectuer des recherches. LDAP s'exécute au-dessus de la pile TCP/IP et permet de conserver et d'accéder aux informations officielles sur les comptes utilisateurs et d'autoriser l'accès des utilisateurs aux comptes sur les services réseau. Et afin de permettre l'authentification et l'autorisation, on peut combiner LDAP avec Kerberos. Alors l'un des exemples que vous avez peut-être vu auparavant, c'est l'utilisation de Kerberos avec Active Directory, ce qui va permettre justement de s'assurer de pouvoir vérifier les autorisations grâce à Active Directory. Active Directory est un protocole d'accès aux annuaires, donc c'est finalement un protocole entre guillemets LDAP si on veut, qui va permettre d'accéder à des annuaires standards qui vont avoir toutes les informations officielles sur les comptes utilisateurs et les autorisations que ces utilisateurs ont droit sur les différents objets. Finalement, on peut augmenter Kerberos avec LDAP pour avoir l'authentification et l'autorisation. Par contre, si on devait comparer Kerberos à Radius, Kerberos à lui seul ne permet que l'authentification. Et Radius, lui, permet l'authentification, l'autorisation et la traçabilité. Si on rajoute à Kerberos LDAP, on n'aura que les deux premiers A des 3 A. Donc il faudrait rajouter de la journalisation, par exemple, pour pouvoir avoir la traçabilité. Puis on passe au Single Sign-On. Alors Single Sign-On, pour ce qu'on appelle plus communément SSO, va permettre à plusieurs systèmes d'utiliser un serveur central d'authentification, permettant aux utilisateurs de s'authentifier une fois et d'avoir l'accès à différents systèmes. Les avantages, c'est que on va avoir une augmentation de la productivité des utilisateurs puisqu'il n'aura pas besoin de s'authentifier à chaque système auquel ou chaque application qu'il va devoir utiliser pour son travail. Augmentation de la productivité des développeurs, puisqu'ils n'auront pas besoin de développer les méthodes d'authentification. Il suffira juste de faire appel à cela donc à une méthode en particulier une seule fois et de la réutiliser à chaque fois. Administration simplifiée, puisque tout va être centralisé au niveau du serveur central d'authentification. Par contre, il est difficile à ajuster à des applications qui existent déjà, et les ordinateurs de bureau sans surveillance posent un problème de sécurité, puisque une fois que l'utilisateur se sera authentifié une première fois, si un employé va sortir de son bureau pour aller n'importe où voir pour une réunion ou aller au sanitaire ou autre, et qu'il laisse son ordinateur sans surveillance, si quelqu'un accède à son ordinateur, il aura accès à tout ce à quoi cet utilisateur ou cet employé a le droit d'accéder. D'où ça pose un problème de sécurité. Et c'est un point d'attaque unique, puisque le service d'authentification est central, est utilisé par toutes les applications, ce qui est une cible de choix pour une attaque de déni de service. En d'autres termes, si le serveur central d'authentification est attaqué, ou il tombe en panne, ou il ne fonctionne pas, il y a un déni de service dessus,
plus personne ne pourra s'authentifier aux autres applications auxquelles ils doivent avoir accès pour pouvoir faire leur travail. Et donc une fois qu'on a parlé de contrôle d'accès, etc., on doit vérifier comme quoi le contrôle d'accès qui a été mis en place est bon et conforme aux politiques de sécurité qu'on a définies. Pour cela, on peut avoir différents éléments, entre autres les tests de pénétration. Alors, un test de pénétration va avoir la méthodologie suivante. Planification, en premier lieu, on va planifier le test de pénétration, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur, l'étendue du test, etc. Puis faire une reconnaissance. Ensuite, énumérer les systèmes, énumérer les failles, les vulnérabilités, évaluer les failles qui existent, qu'on a trouvées lors de l'énumération, entre autres, et exploiter ces failles-là, puis notifier grâce à des rapports. Donc, une fois qu'on a fait tout cela, on va pouvoir dire finalement, voilà, dans un rapport, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qui a été trouvé, quelles sont les problématiques qui doivent être corrigées par la suite. Ensuite, on va avoir le test de vulnérabilité ou scan de vulnérabilité. Alors, c'est un scan qui peut être soit sur un réseau ou un système pour une liste de vulnérabilités prédéfinies, comme une mauvaise configuration par exemple. On retrouve plusieurs scanners de vulnérabilité qui existent. Entre autres, vous avez Nessus, vous avez OpenVAS, vous avez aussi Nuclei qui va se baser plutôt pour tout ce qui est web app, et vous en avez plein d'autres qui existent sur le marché. Et on va parler de l'audit de sécurité. Là, l'auditeur va effectuer un ensemble de tests en référence à une norme publiée, et l'auditeur vérifie que l'organisation évaluée répond aux critères de la norme. Parmi les normes dont on peut citer, que j'en ai parlé au courant des vidéos précédentes, c'est la norme ISO 27001, ou bien la norme HIPAA, ou bien encore PCI DSS, et ainsi de suite. Et au final, faire une évaluation de la sécurité dans sa globalité. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt. Bye!